Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, mais, mais dont on parle finalement très peu, la consultation de fin de vie. Oui, c'est ce moment de bascule. C'est ça, ce moment où le but n'est plus de gagner du temps à tout prix, mais de donner de la qualité au temps qui reste. Le soin, il change complètement de nature, ça devient une question de présence. Et pour explorer ça, on a un texte qui est à la fois court et, je trouve, incroyablement dense. C'est un document de Gilles Besson qui s'appelle La consultation de fin de vie, quand le soin devient présence. Hmm. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas un protocole médical froid, c'est presque un guide philosophique, un guide humain pour les soignants. C'est exactement ça. On va donc essayer de décortiquer ce texte, d'en extraire un peu la sève. L'idée, c'est de comprendre comment on peut transformer ce qui est souvent une épreuve redoutée, Pour tout le monde, oui. pour le patient comme pour les proches, en un moment qui, malgré la douleur, peut être apaisant et plein de sens. Comment on structure une telle conversation? Comment on passe de la technique pure du jargon médical à ce que le texte appelle l'art de l'accompagnement. Et on va voir que ça tient à des choses très concrètes, presque des détails, mais qui changent absolument tout. Alors, allons-y. Le point de départ du texte, c'est une idée qui semble simple, mais qui est la fondation de tout le reste, le cadre. L'auteur dit que cette consultation ne peut pas être un rendez-vous lambda. Non. Il emploie une expression très forte, il parle de la nécessité de créer un sanctuaire de parole. Le mot est puissant. Il est puissant parce qu'il implique de sacraliser le moment. Et ce n'est pas juste une jolie formule. Besson le décline en deux piliers très pratiques. Le premier, c'est le temps. Le temps. Le texte est formel là-dessus, hein. On ne peut pas faire ça en 15 minutes, coincé entre deux portes. Il faut un créneau dédié, protégé, où personne ne regarde sa montre. C'est la condition pour que la confiance s'installe. Et le deuxième pilier, j'imagine, c'est l'espace. C'est l'espace, oui. Il donne des conseils qui relèvent presque du bon sens, mais Qu'on oublie si souvent. voilà. S'asseoir au même niveau, ne pas être derrière un immense bureau qui agit comme une barrière, couper les téléphones, fermer l'ordinateur, bref, créer une bulle. Une bulle. Une bulle où le silence a sa place. Le texte dit une chose magnifique. Le silence fait partie du soin. Ce n'est pas un vide angoissant à combler à tout prix, c'est un espace de respiration qui permet aux émotions de monter et aux pensées de se formuler. C'est ça le sanctuaire. Un temps et un espace qui disent ici, maintenant, il n'y a que nous, et ce qui doit être dit. Exactement. C'est une vision idéale, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? J'imagine un service hospitalier, surchargé, le personnel qui court. Créer cette bulle, ça ne relève pas un peu du luxe? C'est toute la question et le texte ne l'élude pas. C'est un combat. Ce n'est pas la configuration par défaut d'un système de santé sous pression. Mais l'argument de Besson, c'est que c'est un investissement. Le temps qu'on perd à créer ce cadre, On le gagne plus tard. on le gagne au centuple, en évitant des malentendus, des crises d'angoisse, des décisions prises dans la panique. C'est la fondation. Sans ça, tout le reste est fragile. Je vois. C'est une question de priorité, en fait. Une fois qu'on a posé cette fondation, ce sanctuaire, on peut se tourner vers la personne au cœur du réacteur, le patient. Et là, le texte met en lumière une tension fascinante. Oui, La tension entre le vouloir savoir et le vouloir vivre. Comment on gère ça? c'est tout l'art de l'approche. Et Besson propose une méthode en 3 temps, très subtile. Le point de départ, avant de dire quoi que ce soit, c'est de poser une question ouverte. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez compris de votre situation? Ah, c'est brillant. On inverse complètement la dynamique. Le médecin ne commence pas par un exposé technique. Non. Il commence par se taire et écouter. C'est un énorme changement de posture. Un changement radical. Ça permet 3 choses. D'abord, on entend les mots du patient. On voit comment il se représente sa maladie. Ensuite, on mesure le décalage entre ce qu'il sait, ce qu'il imagine et la réalité. Et surtout, On lui montre du respect. on lui signifie qu'on part de lui, de son monde, de sa perception. C'est un acte de respect fondamental. D'accord. Ça, c'est la première étape. On prend la température. Quelle est la suite? La deuxième étape, c'est d'aborder la question des directives anticipées. Mais le texte met en garde. Il ne faut surtout pas présenter ça comme un formulaire administratif. Ce qui serait terrible. Oui, terriblement anxiogène. Il faut le retourner, le présenter comme un outil de pouvoir pour le patient, une façon pour lui de garder le contrôle. La question devient alors, dans les semaines qui viennent, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? On passe de la procédure médicale aux valeurs de la personne. Ce qui compte, ce n'est plus la maladie, mais la vie. Est-ce que c'est de ne pas souffrir, de pouvoir encore écouter un morceau de musique, de voir ses petits-enfants? Voilà,
On parle de ce qui fait qu'une journée vaut la peine d'être vécue. Et ça ouvre naturellement sur le troisième temps, la gestion des symptômes. Et là, le texte rappelle une vérité psychologique essentielle. Bien souvent, la peur des symptômes, la douleur, l'étouffement, est plus grande que la peur de la mort elle-même. La priorité est donc de rassurer sur ce point, D'être proactif, d'être proactif et de dire la douleur, voilà comment on va la gérer, on a des solutions, vous ne souffrirez pas. Ça, c'est un point de bascule. Cette idée que la peur de la souffrance prime sur la peur de la faim, ça change tout. La conversation n'est plus une discussion abstraite et terrifiante sur la mort, mais un dialogue très concret sur la manière de vivre le mieux possible, maintenant. ça ancre la fin de vie dans la vie. C'est le cœur de la démarche. Libérer le patient de cette angoisse pour qu'il puisse se consacrer à son vouloir vivre. Mais évidemment, le patient est rarement tout seul. Et c'est vrai que toute cette situation doit être un véritable tsunami pour la famille. Est-ce que le texte de Besson aborde cet aspect? Absolument. Et c'est une partie cruciale. Il utilise une expression d'une justesse incroyable pour décrire ce que vivent les proches. Le deuil blanc. Le deuil blanc. C'est le fait de faire le deuil de quelqu'un qui est encore là. On a tous plus ou moins connu cette situation étrange, de voir une personne qu'on aime s'effacer, changer, alors qu'elle est physiquement présente. C'est ça. Mettre ces mots dessus, deuil blanc, ça aide déjà à comprendre. Ça nomme une souffrance qui est souvent silencieuse et pleine de culpabilité. Exactement. Le rôle du soignant, selon Besson, est d'accompagner activement les proches dans ce processus. Et pour ça, il propose 3 actions. La première, c'est d'identifier l'aidant principal. La personne qui porte le plus. Oui, dans chaque famille, il y a souvent une personne en première ligne. Le simple fait de la repérer, de lui demander « Et vous, comment allez-vous ?» de reconnaître sa fatigue, c'est déjà un soin immense. Prendre soin de celui ou celle qui prend soin, c'est un maillon essentiel. Le deuxième axe, c'est l'éducation. Anticiper. Expliquer les signes physiques de la fin de vie. Par exemple, la somnolence qui va s'installer ou les pauses respiratoires. Pour éviter la panique. Justement, en expliquant à l'avance que ce sont des étapes normales, on évite que la famille appelle les urgences au moindre changement. On transforme une angoisse subie en une compréhension accompagnée. On leur donne une sorte de carte du territoire pour naviguer dans cette zone inconnue qui fait si peur. C'est ça. Et la troisième action, c'est peut-être la plus importante, autoriser la parole des proches. Leur créer un espace où ils peuvent déposer leurs émotions brutes. La colère, l'injustice, l'épuisement. Et le but n'est pas de réparer ça, surtout pas. Le but n'est pas de dire courage ou ne soyez pas triste. C'est de valider ce qu'ils ressentent, de leur dire ce que vous vivez est terriblement difficile et vous avez le droit d'être en colère. C'est légitimer leur vécu. Cette approche est incroyablement centrée sur l'humain, mais j'imagine que les mots qu'on choisit y sont absolument cruciaux. Comment le texte nous guide sur ce point ? Il y consacre un concept central, qu'il nomme la vérité-douceur. C'est une ligne de crête, un équilibre très subtil entre 2 pièges. Le premier, c'est le mensonge ou les euphémismes flous. Du type « il va se reposer ». Voilà. Le texte cite cet exemple. Ces phrases sèment la confusion et à la fin détruisent la confiance. Donc il faut de la vérité. Mais le deuxième piège, c'est la vérité brutale, balancée sans précaution, qui peut être d'une violence inouïe. Exactement. La vérité douceur, c'est donc l'honnêteté sans la brutalité. Et pour y arriver, le texte donne des outils. Le premier, c'est l'empathie réflexive. C'est tout simple. Il s'agit de verbaliser l'impact de nos propres mots. C'est-à-dire dire une phrase comme « Je me rends compte que ce que je suis en train de vous annoncer est très difficile à entendre ». Ça change tout. Ça crée un pont. Ça dit à l'autre « Je vois votre peine et je reste ». C'est une façon de reconnaître la réalité de l'émotion de l'autre, de ne pas la nier. Et l'autre outil ? L'autre outil est encore plus puissant. C'est le silence habité. Le conseil pratique est le suivant. Après une annonce grave, au lieu de se précipiter pour combler le vide, ce qu'on a tous tendance à faire, oui, notre réflexe. Au lieu de ça, il faut se forcer à se taire. Le texte suggère de compter silencieusement jusqu'à 10 dans sa tête. Laisser à l'autre le temps d'encaisser le choc. C'est fou, parce que c'est tellement contre-intuitif. Face au malaise, on veut parler, faire quelque chose. Et là, on nous dit de faire l'inverse. Être là, en silence. Ça doit demander une sacrée maîtrise de soi. Une énorme maîtrise. Mais ce silence n'est pas un vide. C'est un silence plein, d'une présence attentive, d'une écoute intense. C'est un silence qui dit « je ne fuis pas devant votre douleur, je l'accueille ». C'est peut-être la forme de communication la plus profonde à ce moment-là.
savoir parler et, Et surtout, savoir se taire. voilà, Tout ça nous amène logiquement à la conclusion du texte qui boucle la boucle. Après avoir mis en place le sanctuaire, l'écoute, le soutien, au final, pour la personne qui va mourir, c'est quoi son besoin le plus fondamental? Le texte le résume en 2 mots, cohérence et loyauté. À ce stade, le patient sait bien qu'on ne va pas lui proposer de miracle. Sa peur la plus profonde, souvent pire que la mort, c'est l'abandon. L'abandon. l'abandon par une équipe médicale qui, n'ayant plus de solution, pourrait se désinvestir. L'abandon par des proches qui seraient trop effrayés ou épuisés. Le pire, c'est de se sentir seul. La source est très claire là-dessus. Le réconfort ultime, ce qui permet de partir plus sereinement, c'est cette promesse, même implicite, que le médecin tiendra la main jusqu'au bout, qui ne va pas disparaître sous prétexte qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'est plus l'ingénieur qui répare le corps, il devient, et les mots du texte sont très beaux, un pont entre la vie qui s'en va et ceux qui restent. Un point. Sa mission, c'est d'assurer une continuité, de garantir que la transition se fera dans la dignité et l'apaisement. Pour tout le monde. C'est une vision qui déplace le soignant de la toute-puissance technique vers l'humilité de la présence. C'est passer d'un savoir-faire à un savoir-être. C'est ça. Le soin ultime n'est plus un acte technique, mais un acte relationnel. Si on essaye de rassembler les grandes idées de ce texte de Gilles Besson, il y a d'abord cette nécessité absolue de construire un sanctuaire pour la parole. Oui, protéger le temps et l'espace de la conversation. Ensuite, il y a cette approche centrée sur le patient qui navigue avec finesse entre son vouloir savoir et son vouloir vivre. En se focalisant sur ce qui a de la valeur pour lui et sur son confort, oui. On a vu aussi le rôle capital du soutien aux proches, de reconnaître leur deuil blanc, de les éduquer et de légitimer leurs émotions. Et enfin, tout ça est lié par cette communication si particulière, la vérité douceur, qui utilise l'honnêteté, l'empathie et la puissance du silence habité. L'idée qui traverse tout, c'est qu'à la fin, la principale forme de soin, c'est la qualité de la présence. On passe d'une logique de faire pour le patient à une logique d'être avec lui et sa famille. C'est une transformation profonde de la culture du soin. Absolument. Et en refermant ce texte, il y a une question qui me vient et qui nous dépasse un peu. Le document est écrit pour les professionnels de santé, mais ça nous intéresse tous. Hmm. Comment est-ce que ces principes de vérité douceur, de non-abandon, de silence habité pourraient s'appliquer en dehors de l'hôpital, dans nos propres vies, avec nos proches, quand on est confronté à des conversations difficiles sur la perte, la maladie, la faim?